Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce débat des journées d'échange du renouvellement urbain autour d'une table ronde au titre évocateur « Ma santé va craquer ». C'est un bien funeste présage qu'on va essayer de faire mentir ici avec des acteurs et des spécialistes de la santé publique. Comme nous sommes optimistes et ambitieux, l'idée c'est justement de trouver des pistes d'action et de réflexion pour que tout ça ne se réalise pas. Alors pour y parvenir, à ma droite, Sylvaine Gollard, vous êtes directrice du département de Seine-Saint-Denis de l'Agence régionale de la santé d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Mohamed Niabali, bonjour. Vous êtes le maire de l'île Saint-Denis, mais vous êtes aussi un entrepreneur parce que vous avez fondé Nova Edia, qui est une coopérative d'insertion autour de l'agriculture urbaine. Et puis Laurent Chambaud, vous êtes le directeur de l'école des hautes études en santé publique. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes distanciés, mais nous sommes interactifs. Ça veut dire que le débat est ouvert à vos questions. Vous pouvez participer au fur et à mesure de la table ronde. Vous avez, je crois, sur votre écran en haut à droite, une petite case dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Merci de nous dire qui vous êtes, parce que c'est plus intéressant pour les échanges. Et merci aussi, si vous le voulez, d'adresser vos questions à la personne que vous voudriez entendre y répondre. Voilà. Alors, parler de santé cette année, c'est quand même très très particulier. Et parler de santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est encore plus particulier. Parce que cette pandémie a plus atteint et a plus tué là qu'ailleurs, en France et dans le monde. Les taux de mortalité, par exemple, sont plus élevés en Seine-Saint-Denis qu'à Paris. Entre ces deux territoires, il y a le boulevard périphérique, qui est un obstacle physique, mais il y a une barrière beaucoup plus haute, qui est la barrière sociale, et contre lesquelles les politiques publiques ne peuvent pas toujours grand-chose. D'un côté, un territoire riche ou plus riche, et d'un autre côté, un territoire pauvre et beaucoup plus pauvre. Le virus a donc plus tué dans les quartiers populaires. C'est un constat terrible. Et c'est un constat d'autant plus terrible qu'il est implacable, qu'il a été mesuré, qu'il a été documenté, chiffré et que personne n'oserait aujourd'hui le remettre en cause. Et c'est encore plus terrible parce que finalement ce constat vient confirmer ce que des études racontent, disent depuis des années. Des études qu'on n'a pas assez lues, qu'on n'a pas assez crues ou qu'on n'a pas assez analysées. Alors elles démontrent pourtant, ces études, que les conditions de vie, de logement, l'enclavement, les transports, bondés ou insuffisants, sont des déterminants fondamentaux de la santé des habitants de ce quartier. Et ces habitants sont donc soumis à une double, à une triple, à une quadruple peine, lorsque ce sont les mêmes qui vivent dans des logements trop petits, suroccupés, mal isolés, qui consacrent une partie de leurs revenus à se chauffer l'hiver ou essayer de se rafraîchir l'été, qui subissent de longs temps de transport pour aller travailler, qui occupent des emplois dont la pandémie nous a appris qu'ils étaient essentiels, mais ce sont aussi des emplois qui ne sont pas possibles de faire à distance. Ce sont aussi des emplois qui nécessitent de longs temps de trajet et ce sont aussi des emplois qui ne sont pas suffisamment rémunérés pour assurer un niveau de vie décent, un bon logement, parfois une alimentation variée et de qualité. Et puis ce sont enfin les mêmes qui ne disposent pas du même accès aux soins qu'ailleurs. Ça fait un tableau très très noir, mais qui n'est pas faux. Et une inégalité de destin et de traitement qui est insupportable. Alors le but de ce débat, c'est justement d'essayer de dégager des idées, des pistes qui permettraient d'être plus ambitieux, plus efficaces, pour sensibiliser les acteurs des projets de renouvellement urbain à la question spécifique de la santé, dans l'habitat, selon les localisations, selon les âges, à prendre en compte ce sujet en amont et aux différentes phases du projet, y compris pendant les chantiers, parce que parfois c'est des années de chantier qui bouleversent la vie des gens et qui font subir des nuisances, du bruit, de la poussière, de la pollution de l'air. Et puis enfin financer des lieux d'accueil du personnel médical, des cabinets de médecins, des maisons de santé, des lits d'hôpitaux supplémentaires. Il est d'autant plus important d'y réfléchir que finalement la post-pandémie, c'est-à-dire la ville ou la vie post-Covid, ce n'est pas forcément une ville ou une vie sans Covid, mais c'est une ville ou une vie où on a appris que tout ça était possible et qu'une assignation à résidence était inenvisageable il y a un an et on l'a tous subi. Et elle est d'autant plus douloureuse dans ces quartiers-là. Alors, cette lecture
elle n'est pas très optimiste, mais on va essayer de voir ce qui peut être fait. Je commence par vous, Laurent Chambaud. Donc, vous êtes directeur de l'École des hautes études en santé publique. D'abord, vous allez peut-être nous expliquer en 2 mots ce que c'est que cette École des hautes études et à quoi elle sert. Est-ce que ça sert à former des docteurs de la ville, des docteurs de la vie ? Et puis ce constat, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous en êtes d'accord? Et finalement, ce révélateur qu'a été la crise, est-ce qu'il va être un accélérateur de décision? Alors, d'abord, puisque vous m'y incitez, 2 petits mots sur cette école, donc l'École des hautes études en santé publique. Alors, c'est une école qui est un petit peu particulière dans le paysage français et même dans le paysage international, puisque nous sommes à la fois une école de service public, puisque nous formons, pour le dire vite, les cadres de notre système de santé. Alors c'est les directeurs d'hôpital, les directeurs d'établissements social et médico-social, les directeurs de soins dans les hôpitaux, mais aussi les personnes qui sont dans les structures de régulation comme les agences régionales de santé, voire dans certains services des préfectures. Donc nous formons les cadres du système sanitaire et social de notre pays. Mais par ailleurs, nous sommes aussi une école universitaire de santé publique. C'est-à-dire que nous avons des étudiants en santé publique, qui ne sont pas des étudiants en médecine ou des étudiants en soins, mais des étudiants en santé publique venant d'horizons très différents. Et dans notre école, pratiquement toutes les disciplines sont convoquées. C'est bien entendu l'épidémiologie, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est aussi les sciences humaines et sociales, la géographie de la santé, les sciences de gestion, les sciences du droit, etc. Et on essaye, à partir de là, à la fois de faire des constats sur la santé des populations, mais aussi d'essayer, comme vous le dites, de trouver des solutions. Donc ça, c'est juste pour vous donner quelques mots sur cette école. Sur le constat, vous l'avez très bien dit. Premier point, et c'est un point sur lequel nous on insiste beaucoup, c'est la crise n'est pas venue, les inégalités qui ont été démontrées pendant la crise ne sont pas venues de rien. Elles préexistaient. Elles existent depuis longtemps et elles sont analysées, documentées depuis très longtemps. Je donne un exemple. Il y a eu, je crois que c'était en 2009, un document du Haut Conseil de santé publique à l'époque qui s'intitulait « Inégalité sociale de la santé, sortir de la fatalité ». C'était en 2009. Et c'était un document qui recensait des études qui étaient déjà préalables. Donc, vous avez employé un terme que j'aime beaucoup, c'est le terme révélateur, parce qu'il se trouve que par ailleurs, j'aime bien faire de la photo, et quand j'étais jeune, je faisais plutôt de la photo argentique, et je me souviens qu'il fallait baigner une photo dans un révélateur pour voir émerger les traits. À mon sens, c'est un peu ce qui s'est passé avec cette crise, c'est-à-dire que les inégalités existaient, mais elles étaient finalement dans un petit cercle de personnes qui le disaient régulièrement, mais ça ne s'était pas révélé. Et je pense que là, la crise a à la fois révélé, mais aussi accentué les traits. Et je pense que c'est probablement à ce niveau-là qu'il faut regarder les choses. L'élément positif, c'est que maintenant les gens le savent, le disent. Après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout cela dans un contexte où, vous l'avez très bien rappelé, ces inégalités, finalement, pendant la crise Covid, ont été des inégalités qui sont venues de par différentes voies qui se sont cumulées. C'est un peu une potentialisation de tous les risques qui existaient. Le risque de maladies chroniques, on le connaît depuis très longtemps dans les populations défavorisées. Alors on parle du surpoids ou de l'obésité très souvent, puisque la crise Covid, malheureusement, a souligné ce point-là. Ça fait des dizaines d'années que l'on sait que dès la petite enfance, il y a un gradient très fort social pour l'obésité et le surpoids. Les dernières études de l'adresse montrent que ça va de 1 à 6. Et c'est d'autres maladies chroniques qui viennent potentialiser. Vous l'avez dit aussi, les aspects liés au surpeuplement dans les habitats, aux éléments liés à la promiscuité dans les habitats, c'est aussi connu depuis très longtemps que ça entraîne un certain nombre de problèmes de santé. Là,
la crise l'a montré aussi. Et puis il y a ce qu'on appelle un peu le côté obscur des inégalités, c'est la santé au travail. Et c'est vrai que dans le contexte que l'on a vécu, un certain nombre de professions ont cumulé les risques en termes de santé au travail. Donc tout ça pour dire que, pour répondre à votre question, longue réponse, mais pour dire que vous avez bien raison, il y a véritablement un problème d'inégalité. Et moi, ce que j'espère en tant que professionnel de santé publique, c'est que le fait de l'avoir révélé à l'ensemble du public permette une prise de conscience collective. Merci beaucoup. Monsieur Niabali, vous étiez en première ligne. Un élu, c'est une personne qui se trouve un peu en étau entre des politiques publiques et puis ses administrés au quotidien. Donc, à l'échelle d'une commune, ça donne quoi et concrètement, pendant le Covid, votre quotidien par rapport à ces questions de santé, c'était quoi? Alors, d'abord, je souhaiterais présenter l'île Saint-Denis très succinctement pour vous donner un peu le décor de ma réalité. Donc, l'île Saint-Denis, c'est une petite ville, moins de 10 000 habitants, exactement 8 000 habitants en Seine-Saint-Denis. On fait le trait d'union entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Et c'est une ville qui est financièrement pauvre, à la fois par ses habitants, avec un revenu médian par ménage aux alentours de 1 200 € et qui a augmenté avec l'arrivée de nouvelles populations, et un budget communal aussi très restreint, donc qui donne des marges de manœuvre localement très faibles. À cela s'ajoutent des indicateurs sociaux assez alarmants, donc un taux de chômage des jeunes qui est aux alentours des 30%. J'ai le plus haut taux de famille monoparentale, un ménage sur 3 est une famille monoparentale, et c'est quelque chose d'important par rapport à ce qu'on a vécu lors du premier confinement. J'ai également 60% de mon territoire en politique de la ville. Grosso modo, la politique de la ville, c'est la politique de ma ville, c'est ce que je dis souvent. Et j'ai 80% de la population qui y vit. Voilà. Et donc, du coup, je n'oublierai jamais, je dis bien, je n'oublierai jamais ce premier confinement, donc, qui a commencé le lendemain du premier tour des municipales, où déjà, moi, j'ai eu une grande partie des élus qui ont attrapé le Covid dans le premier confinement, moi y compris, donc pas évident. Et ce qui m'a marqué dans une ville de cette taille-là, c'est que chaque semaine, on avait des morts. L'île Saint-Denis, c'était un village, donc chaque semaine, je me rendais chez des familles pour aller transmettre mes condoléances et les accompagner dans les démarches qui n'étaient pas évidentes sur nos territoires. Et ce qui me marquait, c'était leurs conditions de vie. C'est-à-dire arriver dans une famille où le papa ou la maman est décédé, on se retrouve avec des enfants de bas âge en suroccupation dans des bâtiments. En fait, quand j'arrivais, je voyais tous les paliers qui s'ouvraient et avec qui j'étais échangé. C'est des images que je garderai à vie et qui m'ont vraiment marqué. Donc il y a eu la question d'effectivement le nombre de décès en Seine-Saint-Denis et dans ma ville qui est un indicateur flagrant. Ensuite, il y a des mots qui m'ont frappé énormément. J'ai eu une discussion, exemple, avec une habitante de l'île Saint-Denis dans un logement social depuis très longtemps. Elle me dit, mais monsieur le maire, moi je merde de rester confiné. Moi, mon jardin, c'est le square. Le square est fermé, j'ai pas de jardin. Et donc, du coup, on a dû vivre à la fois l'accompagnement, je veux dire, administratif et juridique des populations, mais surtout l'accompagnement moral à la fois des adultes et des enfants dans cette situation où, exemple, j'ai eu des cas très concrets sur la continuité scolaire. Comment on continue l'école dans nos territoires où les gens n'ont pas d'ordinateur. Et donc, du coup, on s'est amusé, élus et parents d'élèves, à faire des impressions tous les jours et à les distribuer dans les boîtes aux lettres. C'est ce qu'on a fait, etc. Pour revenir sur ce que j'ai entendu précédemment, les élus de Seine-Saint-Denis réclament l'égalité territoriale depuis des années. Voilà. Et donc du coup, il est vrai qu'il y a quand même eu des avancées sur le sujet, notamment en 2018 avec le rapport parlementaire sur les inégalités territoriales. Je fais partie des maires de Seine-Saint-Denis qui ont aussi mis en place un recours en justice par rapport aux inégalités territoriales. Je considère qu'aujourd'hui, il y a un petit pas national sur la question de oui,
il est vrai, il existe des inégalités territoriales, alors qu'avant on était toujours dans un discours qui était un dialogue de sourds sur circuler, il n'y a rien à voir sur le sujet. On va y revenir sur l'accès aux soins. Et donc, je parle plus largement, je pense qu'aujourd'hui le positionnement qui me semble important, c'est il y a deux sujets dans la question des inégalités territoriales. Il y a un premier sujet, c'est les politiques régaliennes, c'est-à-dire l'égalité dans tous les territoires de France et de Navarre, c'est-à-dire à la fois dans nos quartiers politiques de la ville comme dans les zones rurales où on doit avoir le même niveau de service public. Et ensuite, il y a les politiques spécifiques pour accompagner les populations les plus fragiles ou les territoires en décrochage. Et je pense qu'il faut vraiment mettre de la nuance par rapport à ce débat-là sur qu'est-ce qu'est l'égalité territoriale et qu'est-ce qu'on entend derrière et qu'est-ce que ça veut dire derrière. Merci beaucoup. Alors Sylvaine Gollard, ça vous est presque adressé là. Donc les réponses des politiques publiques sur le moment, parce qu'après on verra ce qu'il est possible de faire, et notamment avec la convention signée avec l'ANRU. Mais le rôle de l'ARS Île-de-France pendant la pandémie, pour répondre dans l'immédiat, c'était quoi ? Alors effectivement, les réponses, je dirais qu'on a été, nous, agence régionale de santé, mais comme les principaux acteurs, que ce soit les élus, les acteurs du domaine de la santé, mais plus largement du domaine social, médico-social, et puis de l'ensemble de tous les acteurs. En fait, on a dû premièrement faire face. Quand même, il faut se souvenir, et Monsieur le maire le disait, que la première vague du mois de mars, elle a eu une intensité, une violence que nous n'avions jamais connue. Et donc, nous avons déjà fait face. Et puis, nous nous sommes adaptés tout en restant humbles. Je pense aussi ce que cette crise nous apprend aussi, c'est à rester humble par rapport à ce qu'on a pu engager et que peut-être effectivement il y a beaucoup d'autres choses à développer. Il y a un enjeu fort de capitalisation, on y reviendra et vous l'avez dit, parce que comme l'a dit aussi Laurent Chambon, dans cette crise, il y a aussi des choses positives parce que ça a permis, en catalysant un certain nombre et notamment d'acteurs autour de cet objectif commun, d'avoir une mobilisation. Et je donnerai quelques exemples, notamment aussi à la fois en région Île-de-France, mais tout particulièrement en Seine-Saint-Denis, puisque c'est là où j'exerce. Alors notre mobilisation, nous côté agence, tout au long de la crise, elle a été à la fois dans la prise en charge des malades, ça c'était la première chose qui était demandée, puisque bien évidemment ces malades-là devaient être pris en charge, dans la protection des personnes les plus vulnérables, on y reviendra, par exemple le fait d'être effectivement de souffrir de maladies chroniques expose bien sûr beaucoup plus à des formes graves de la Covid, donc du coup on se doit de protéger ces personnes les plus vulnérables, le déploiement aussi de toutes nos campagnes de dépistage et de vaccination, donc je crois qu'au travers de ça on a quand même permis d'assurer certaines de ces exigences d'aller vers, d'aller plus loin, de s'adapter aux difficultés concrètes. Ce qui est vrai néanmoins, c'est que cet épisode de crise nous a fait vaciller. En fait, il nous a fait vaciller à la fois sous deux aspects. Dans les modes d'action publique qui sont les nôtres, tels qu'on pouvait les concevoir jusqu'à maintenant. On y reviendra, mais les opérations d'aller vers ont été majoritairement celles qui ont permis quand même, en tout cas, de limiter les dégâts provoqués par cette épidémie. Et puis aussi vaciller dans la manière dont cet épisode, et vous l'avez dit toutes et tous, a mis en lumière crûment l'iniquité, en fait, et l'inégale vulnérabilité des populations face à la maladie. Et moi, j'exerce en Seine-Saint-Denis. Vous l'avez dit aussi, Monsieur le maire l'a souligné pour sa ville. La Seine-Saint-Denis paye le lourd tribut en fait à cette crise, puisqu'on a eu plus de 123% d'augmentation de la surmortalité entre l'année 2020 comparativement à l'année 2019. Et on voit bien que ça a touché principalement ces personnes vulnérables. Alors, comme vous l'avez dit et comme l'a dit Laurent Chambon, nous, on n'a pas découvert en fait ces déterminants fondamentaux de la santé, de l'état de santé de la population, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à un emploi, de vivre dans des conditions de logement et une qualité de vie qui le permettent, d'accéder aux soins, à la fois aussi les phénomènes d'enclavement et de ségrégation urbaine. Mais la crise, elle est venue nous le rappeler assez violemment et assez crûment. Et surtout, elle a mis, je rejoins Laurent Chambon quand il dit peut-être
peut-être il y a une perception au-delà des initiés maintenant de façon beaucoup plus collective. C'est-à-dire que ça a mis des noms, des visages, des situations personnelles, monsieur le maire, vous l'avez évoqué, sur en fait ces situations personnelles et ces facteurs de fragilité et de vulnérabilité. Et donc le fait de le rendre visible de cette façon-là nous oblige maintenant collectivement à trouver les moyens, les façons, les modalités de faire évoluer et de mettre en œuvre des actions qui soient beaucoup plus proches et à même de répondre en fait aux problématiques qu'on avait identifiées localement. Voilà. Alors exactement, c'est-à-dire que si on passe à maintenant le futur plutôt que de regarder le passé, même le passé très récent, tout ça a révélé des manques qui n'étaient pas liés forcément à cette seule pandémie, mais qui ont été révélés. Comment on se prépare à la suite? C'est-à-dire la suite, ça peut être un retour à la normale, mais qui n'était pas normal, on l'a vu, ou un retour à ce qui pourrait se reproduire. Donc, en termes de développement de l'accès aux soins, dans ces quartiers-là, où c'est pas un problème d'accès aux soins forcément financier, mais d'accès aux soins physiques, comment on fait pour, dans les quartiers, faire venir des médecins? On parle de déserts médicaux dans les QPV, pardon, presque autant que dans les zones rurales parfois. Oui, alors effectivement, alors c'est une politique que l'agence régionale, notamment dans le cadre de son projet régional de santé qui est en cours et qu'elle porte avec l'ensemble des acteurs, essaie de promouvoir au travers de l'installation, et non seulement l'installation, mais la fidélisation aussi, une fois que les professionnels sont installés dans ces quartiers en termes d'accès aux soins. Et donc ça passe par un certain nombre d'aides incitatives, de mesures qui permettent aux professionnels de pouvoir s'installer en termes de mesures d'attractivité aussi, et qui ne passent pas que par des aides financières. On le voit, il y a des possibilités d'aides financières, je ne reviendrai pas dessus en détail, mais à la fois sur des aides personnalisées, individuelles au fonctionnement, et aussi des aides à l'investissement, mais aussi il faut donner un cadre qui permette aux professionnels de santé de venir s'installer, un environnement qui leur permette de venir s'installer. Des locaux, tout simplement. Voilà, des locaux avec un coût qui soit effectivement accessible pour ces professionnels de santé, un cadre de vie et un environnement et un accès à des équipements pour qu'ils puissent venir s'installer, y compris avec leur famille, et de pouvoir accéder à l'ensemble de ces équipements. Et c'est là où ça fait complètement le lien avec les projets de renouvellement urbain dans ce type de démarche à poursuivre. Mais c'est aussi concrètement faire valoir un projet de santé publique en fait, pour que ces professionnels soient aussi attirés par venir sur un projet territorial qui donne du sens à leur exercice et leur pratique en matière de santé publique. Et en Seine-Saint-Denis, en tout cas, moi, quand je rencontre les professionnels, très souvent, effectivement, ce qu'ils disent, c'est que ça a du sens de faire de la santé et de la santé publique en Seine-Saint-Denis. On a une palette de choses sur lesquelles on peut intervenir et qui, du coup, rendent intéressant un exercice. Donc, ça passe aussi par là. On essaie aussi de promouvoir, parce qu'un certain nombre des professionnels veulent garder un lien, ce qu'on peut comprendre avec les études, l'université, la recherche. C'est aussi d'attirer au travers, de permettre d'avoir des internes, puis d'être maître de stage, puis aller vers une possibilité de lien fort en termes universitaires. Et donc c'est aussi vers quoi s'orientent les structures d'exercice coordonné, en permettant maintenant une valence universitaire, notamment à ces maisons de santé pluriprofessionnelles, par exemple, si on cite cet exemple d'exercice coordonné. Donc on essaie un petit peu de répondre aussi aux attentes des professionnels qui, à la fois de façon générationnelle, un grand nombre disent vouloir plutôt exercer en structure d'exercice coordonné plutôt qu'en exercice isolé. Et la crise, pour le coup, là, dans les aspects aussi catalyseurs ou accélérateurs de ça, nous montre qu'un certain nombre qui étaient encore dans un exercice isolé se sont bien rendus compte qu'au moment de la crise, c'était extrêmement important de pouvoir partager en termes d'avis et ne pas être isolé. Donc je pense qu'en tout cas, ce qu'on entend, nous, c'est que ça va permettre d'accélérer un petit peu ces formes aussi d'exercice coordonné. Merci. Monsieur Chambon, j'ai des questions là justement. Monsieur Sigismondi qui dit « Je suis membre du Conseil citoyen de Metz-Borny, je dois voir un neurologue, mais les délais et le coût sont trop importants, comment je fais ?» Et puis une autre question de Patrick Chevalier, Juvacom Média et Femix Sport. Comment développer des maisons de santé et de quartier qui soient accessibles aux ménages vieillissants et aux revenus très faibles? C'est des questions pour lesquelles vous formez des professionnels et ces professionnels, est-ce qu'ils ont envie d'aller dans ces quartiers-là ou pas?
Alors, nous ne formons pas les cliniciens. Non, pas les cliniciens, mais autour. Mais par contre, pour donner un exemple, nous formons les responsables, les coordonnateurs des maisons de santé pluriprofessionnelles. Mais pour revenir, oui, effectivement, on voit bien, encore une fois, ce n'est pas nouveau, puisque c'est une évolution lente depuis un certain nombre d'années, des modalités d'accès à un certain nombre de services, et que ce soit alors, au niveau des établissements de santé, je parle sous le contrôle de Sylvaine Gollard, mais on voit quand même qu'on a, même s'il y a encore des évolutions à faire, la France est un pays dans lequel on peut avoir accès au système hospitalier à peu près partout. Ce que la crise a montré, et la France, comme tous les pays, c'est une sidération, notamment lors de la première phase. Et avec... Mais de la part du personnel médical. L'exemple, c'est que pendant toute cette première phase, la médecine dite ambulatoire était figée, parce que les gens allaient directement à l'hôpital, ils n'avaient pas d'autre choix. Et donc, ce que la crise est venue montrer, c'est que finalement, aucun pays n'était véritablement préparé à ce qui se passait. Même des pays dans lesquels il y avait des modalités d'accès aux soins très différentes d'une autre. Par contre, ce que l'on voit, c'est que très souvent, les crises sont comme ça, elles viennent révéler les fragilités de notre système. Et donc là, on a vu qu'on avait un système très hospitalo-centré. On a vu qu'on avait un système pour lequel la prévention a toujours été le parent pauvre. Et on voit un système dans lequel les modalités d'accès à l'ambulatoire sont problématiques, et notamment pour certaines spécialités. Donc ces sujets-là, il faut les mettre sur la table. Et donc c'est un contexte dans lequel il devra y avoir une réflexion, et qui va être relativement complexe, parce qu'il y a deux éléments qui sont des éléments qui tirent dans des sens qui ne sont pas exactement les mêmes. D'un côté, ce que l'on a vu, une crise sanitaire majeure, qui peut se reproduire par un autre agent infectieux, par des problèmes liés au changement climatique, par d'autres modalités. Mais on voit bien que dans notre pays, comme sur l'ensemble de la planète, on a une évolution qui nous pousse à penser qu'on va avoir des crises majeures. D'autres pays sont frappés de plein fouet régulièrement par des crises de ce type-là. Vous avez juste à regarder le journal d'hier et ce qui se passe à Vancouver avec la crise liée à une vague de chaleur. Elle peut arriver en France demain matin. Donc ces éléments-là sont présents, et il faut maintenant qu'on en tienne compte. Et puis il y a un autre élément qui est une tendance de fond qui existe depuis, qui est décrite depuis les années 70, ce qu'on appelle la transition épidémiologique dans notre jargon, c'est-à-dire le fait qu'on a de plus en plus de personnes avec des maladies chroniques, avec un cumul de maladies chroniques et de handicaps, et qui demandent des modalités de prise en compte de leur situation. J'aime pas dire prise en charge, parce que c'est comme si c'était une charge, mais de prise en compte de leur situation qui oblige à de nouvelles formes. Et notamment la continuité des services entre ce qui se fait en ambulatoire, ce qui se fait à l'hôpital, ce qui se fait dans des structures médico-sociales, etc. Donc notre système de santé, et encore une fois, on n'est pas les seuls, c'est dans tous les pays, doit changer complètement de paradigme, doit changer de logiciel. Et c'est, je pense, ça, à mon avis, qui devraient être les éléments de réflexion pour, je ne sais pas si on va dire après la crise, mais en tout cas, tenant compte de ces éléments-là, il faut absolument qu'on accélère sur les modalités d'offre de soins et de services pour l'ensemble de la population. Merci. Monsieur le maire, oui, justement, vous parliez tout à l'heure d'inégalités territoriales. En termes d'accès aux soins, comment ça se manifeste dans votre commune? Nombre de médecins, nombre de pharmacies. Est-ce que vous arrivez à attirer du personnel médical chez vous? Est-ce que le désert médical, il a un sens dans un endroit où il y a beaucoup de mobilité? Finalement, est-ce que cette mobilité, elle est réelle?
Des arts médicales, il y en a en Seine-Saint-Denis, et chez moi totalement. Donc moi j'ai 3 médecins, j'ai la chance d'avoir 3 médecins qui sont des familles historiques, qui sont très attachées à la Seine-Saint-Denis, et j'ai peur de leur départ en retraite, très clairement. Et ensuite j'ai qu'une seule pharmacie, voilà, à l'île Saint-Denis. Et ensuite... pour 8000 habitants. Pour 8000 habitants. Et on a énormément de demandes de tout ce qui est accompagnement spécifique, kiné, etc., etc. Sur ce sujet-là, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut retravailler un maillage territorial et retravailler à des politiques publiques qui nous permettent de couvrir le territoire. Moi, il y a un sujet qui me semble important et qui a été effleuré sur la question de la prévention et qui est pour moi celui qui m'a le plus heurté pendant la crise et qui correspond à ce que je travaille depuis des années. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des premiers sujets, c'est la prise de conscience. On a une seule santé, il y a une seule planète, et c'est la question de la santé des gens et de la santé de la planète. Et en fait, pour moi, le sujet majeur, c'est comment on arrive à prendre conscience de cela et comment nos populations prennent conscience de cela. Et avant de parler de la gestion des maladies, c'est comment on se préserve de cela. Et donc, du coup, pour moi, on a des enjeux majeurs à traiter en termes de politique publique. C'est comment on travaille sur l'alimentation des gens et l'équilibre alimentaire. Aujourd'hui, je prends des exemples, les gens ne savent même plus ce qu'on met dans le frigo, ce qu'on ne met pas dans le frigo. Voilà. Comment les choses se conservent, quels sont les produits de saison, à quoi sert un produit pour le corps. Voilà. Et ensuite, il y a des sujets très simples comme la qualité de l'air dans l'habitat, mais sur nos territoires. Ou encore d'autres sujets qui sont les conditions de vie et le cadre de vie. Et je pense qu'on a un premier sujet de fond. Moi, il y a un truc qui m'a marqué pendant cette crise, c'est prenez soin de vous, prenez soin des autres. En fait, j'avais jamais pris le temps de me poser pour me dire ça veut dire quoi. Et aujourd'hui, on est vraiment dans ça. C'est-à-dire, il faut dire aux gens, il faut apprendre à prendre soin de soi, à prendre soin des autres, à prendre soin de notre planète. Et je pense que ça, on n'en parle pas assez et qu'il y a des politiques publiques à travailler sur ce sujet. Ensuite, pour moi, je prends le cas de l'île Saint-Denis, la rénovation urbaine, elle a tout son sens par rapport à ça. Aujourd'hui, la rénovation urbaine, elle va travailler sur les conditions de vie et la qualité de vie des habitants, mais elle doit travailler aussi sur les services de proximité, les services de santé, mais également sur la partie préventive. C'est ça, pour moi, l'enjeu de demain. C'est comment on arrive à concilier tout ça. Je suis quelqu'un qui est très critique, très optimiste, mais très critique dans mon quotidien. Et franchement, je trouve qu'on n'a pas si mal géré que ça la crise. On s'est mangé une belle gifle. Franchement, je pense qu'on s'est dit waouh. Et moi, ce que j'ai vu en Seine-Saint-Denis, c'est des gens qui ont relevé les manches et qui ont fait le boulot. J'ai vu, franchement, des services de l'État que je connaissais pas. Voilà. J'ai vu le mouvement associatif qui s'est mis debout. J'ai mis des habitants qui sont portés bénévoles. Et j'ai vu qu'en Seine-Saint-Denis, on a fait le job. Moi, c'est ça que je retiendrai de cette crise. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on en tire des conséquences. Et il faut qu'on arrive à avoir des politiques publiques qui vont dans le sens de ces conséquences. Et là, j'ai quand même quelques regrets quand je vois, exemple, on travaille à une suppression du nombre de lits dans les futurs hôpitaux qui sont à Saint-Ouen autour de chez moi. Bah, ça me questionne quand je vois qu'aujourd'hui on est plutôt dans on retombe dans nos vieux débats sur la question de l'aménagement du territoire et du schéma territorial de nos politiques de santé. Bah, je suis pas totalement convaincu qu'on ait compris la chose et je me questionne sur où on va. Et donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est que on a des levées d'action qui sont concrets. Voilà. Et ce qu'on doit apprendre à faire et ce que la crise a commencé à nous permettre de faire, c'est apprendre à coopérer pour préserver la santé des gens et de la planète. Et que si on n'arrive pas à faire ça à toutes les échelles sur un territoire, bah, notre résilience, elle n'est pas gagnée. Merci beaucoup. J'ai une question pour Sylvaine Gollard. Les contrats locaux de santé coordonnent les politiques de santé que vous évoquez. Quelles évolutions de ces contrats à venir pour tirer les conséquences de cette crise? Je vous laisse répondre et puis après on passera... Oui, donc effectivement, c'est dans la suite de ce qu'a dit Monsieur le maire, hein, en fait, ces contrats locaux de santé, je dirais l'atout qu'ils représentent, c'est de pouvoir coordonner l'ensemble des acteurs et l'ensemble des politiques publiques, quelles qu'elles soient. Elles ne sont pas, même s'ils s'appellent contrat local de santé, ce ne sont pas les seuls acteurs de la santé qui les portent, mais ça nous permet justement de balayer et sur l'ensemble du champ, c'est-à-dire partant de la prévention
dont effectivement c'est extrêmement important de pouvoir, avant même que de parler de prise en charge dans le système de santé, pouvoir convaincre du bien fondé de préserver sa santé et de limiter les facteurs de risque qui font qu'on tomberait malade. Et donc qui part de la prévention en allant sur l'offre de soins, l'offre médico-sociale, l'accompagnement médico-social, donc sur l'ensemble des champs, et en faisant interagir effectivement les politiques publiques, que ça soit la politique en matière de logement, la politique éducation nationale, enfin dans l'ensemble de ces contrats locaux, c'est bien tout l'intérêt, et surtout aussi de le mettre à une échelle territoriale, parce que c'est là où en fait les besoins sont forcément le mieux exprimés, et à la bonne échelle vers laquelle on doit tendre pour pouvoir apporter une réponse. Donc, ils sont signés entre qui ? Donc ils sont signés entre normalement l'Agence régionale de santé et la collectivité qui s'engage, mais ils ont été très largement, et dans l'esprit que j'évoquais, signés par l'ensemble des partenaires qui s'engagent. Et donc du coup aussi le préfet, la partie éducation nationale, enfin il peut y avoir les caisses de protection sociale, enfin l'ensemble des partenaires. Ça peut être à géométrie variable selon le territoire. C'est complètement adapté à la façon dont les partenaires s'engagent sur ce territoire et qu'est-ce qu'ils veulent contractualiser ensemble pour se fixer des objectifs de travail et des plans d'action en commun. Et donc alors on a la chance, moi je parle en Seine-Saint-Denis, d'avoir beaucoup de contrats locaux de santé. On en a 26 sur 40 communes et ça continue. On est en train encore de voir avec un certain nombre de maires comment avancer sur ces questions-là. Alors les contrats déjà existants, on est dans la période justement où ils vont être renouvelés. Donc on va tirer collectivement les enseignements justement de cette crise. Et puis pour les nouveaux, on va essayer d'intégrer les problématiques que cette crise ont soulevées. Monsieur Chambaud voulait réagir. Oui, merci. Je voulais vous remercier, monsieur le maire, parce que vous avez employé un terme sur une seule santé, et qui en fait est une illustration très belle d'un concept ce qu'on appelle en anglais le One Health, et vous l'avez repris à votre propre compte. Et je trouve que c'est vraiment un très beau signe d'espoir, parce que ce concept d'une seule santé, de préserver la santé de notre planète, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de division entre, d'un côté, la santé humaine, la santé végétale, la santé animale et la santé de la planète, c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés actuellement. Et le fait de pouvoir le faire du niveau local au niveau mondial, et je dirais vraiment dans ce sens-là, est probablement l'élément majeur pour pouvoir avoir cette prise de conscience. C'est-à-dire comment on est capable dans notre vie de tous les instants d'avoir cette conscience que finalement c'est le sort de la planète qui se joue, et à travers ça, comment on est en mesure de pouvoir préserver la promotion de la santé de l'ensemble de la population. Donc, je trouve que c'est vraiment un très bel exemple. Et puis peut-être un deuxième point pour poursuivre par rapport à ce qu'a dit Sylvaine Gollard sur les contrats locaux de santé. On a aussi un outil qui est un outil très intéressant pour permettre justement d'avoir la prise en compte de la santé dans tout ce qui est au niveau de la rénovation urbaine. Oui. Ça s'appelle l'évaluation d'impact sur la santé. Et je trouve que là, il y a probablement aussi en germe des possibilités d'aller beaucoup plus loin sur la capacité de faire dialoguer tout ce qui tourne autour de la vie des habitants et la santé des habitants. Mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Non, mais justement, excellente transition. Si on redescend au niveau local, qui est le début du niveau global, à l'échelle des quartiers, à l'échelle des immeubles, à l'échelle des îlots, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans les projets de rénovation urbaine pour faire de la prévention ? Vous avez dit les uns et les autres que la prévention, c'était le parent pauvre, que la médecine ambulatoire n'était pas assez développée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que les acteurs du renouvellement urbain peuvent faire en termes de transformation du bâti, transformation, désenclavement des endroits, des quartiers, aménagement de parcours de santé, meilleure information dans les écoles, etc. Donc, je vous pose la question à tous les trois. Mohamed Niabali, je vais bien commencer puisque vous êtes aussi le fondateur d'une coopérative autour de l'agriculture urbaine,
l'alimentation, ça passe par une information, ça passe par les enfants à l'école. Comment... C'est ça. Pour moi, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, une seule santé, une seule planète, ça marche si on le fait avec les gens. C'est-à-dire comment on emmène les gens avec l'institution pour porter le message et l'avoir dans la tête. Et ça, il faut être très concret. Moi, je suis très pragmatique. Je me suis rendu compte d'un truc. Les adultes commencent à penser à ces questions quand ils ont des enfants. C'est juste dingue, mais quand on a un enfant, on se dit qu'est-ce qu'il va manger et qu'est-ce que je mange moi. En fait, c'est un peu comme ça. Et en fait, exemple à l'île Saint-Denis, on est actuellement à 50% de bio, deux repas bio par semaine. Et dans les cantines ? Dans les cantines. Et on est à 50% de végétariens. Et il n'y a pas le choix chez moi. C'est 2 jours végétariens sur les 4. Et je passerai en janvier 2022 à 80%. Il y a eu beaucoup de débats sur cette question à l'île Saint-Denis. Et j'ai eu qu'un seul argument. On parle de la santé des gens. Je parle de votre santé et je parle de la santé de la planète. Et donc, du coup, il y a comment on emmène les populations sur ces enjeux-là avec leur vie du quotidien. Exemple, à l'île Saint-Denis, sur ce mandat, j'aurais fait 100% de la rénovation du patrimoine du logement social, énergétique. Ce qu'on a mis en place depuis 15 ans dans notre ville, c'est que pour chaque rénovation de bâtiment, les économies générées les économies générées de rénovation sont partagées à 50% dans la poche des locataires pour réduire leur impact et à 50% pour les investissements des bailleurs pour accélérer la qualité de vie et le cadre de vie. Il faut des actions très concrètes qui touchent les conditions de vie et la qualité de vie des habitants. Et à côté de ça, il faut leur expliquer le pourquoi du comment, à quoi ça sert. Et je pense que le travail qu'on a à faire, c'est vraiment expliquer nos petits publics et quels enjeux sur leur quotidien. Ensuite, il y a à l'échelle du quartier, je prends le cas de l'ANRU, donc j'ai un ANRU 2 à l'île Saint-Denis, l'ANRU a accepté de préconventionner une école que j'ai dans le quartier sud où j'ai pu réaliser un prolongement de ma cuisine centrale. Et exemple, aujourd'hui à l'île Saint-Denis, je réalise 100% de ma production en régie publique. Je livre en liaison chaude avec les ratios que je vous ai donnés du bio et du végétarien. Je récupère l'ensemble des déchets alimentaires de la restauration scolaire que je valorise dans mon île, sur une ferme horticole, et je rachète une partie des fleurs pour marier les gens de la ville. Et je leur explique, voilà ce qu'on peut faire de manière concrète sur la santé et la planète, et vous faire plaisir, et se faire plaisir. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire dans nos quartiers. Et vous avez l'impression qu'il y a une adhésion forte, vous la mesurez ? Il y a une adhésion forte. Il y a 2 semaines, j'ai marié une personne, on est resté 5 minutes sur le bouquet, sur le bouquet de l'île Saint-Denis. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut marquer les gens sur... on peut faire des choses très petites et très concrètes, mais on peut emmener les gens avec nous sur une dynamique. Et c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de difficulté, c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est avant tout une question de volonté, et je le dis tout le temps. Et ensuite, on a un autre sujet, je prends le cas de la vaccination. Aujourd'hui, moi, je prends le cas de ma ville, les jeunes, ils veulent pas se faire vacciner. Ils ne veulent pas se faire vacciner. Je discutais encore hier sur le terrain avec des jeunes en leur disant « vous êtes fait vacciner ?» « Ah non, monsieur le maire, ce n'est pas pour nous. » Et donc, en fait, il y a aussi la question de comment on recrée de la confiance, comment on parle la même langue que nos habitants. Voilà, sur ces questions-là et sur nos politiques publiques. Et aujourd'hui, il y a un décalage qui est quand même frappant. Et on peut parler de la crise institutionnelle qu'on a et de la crise de l'autorité, de la légitimité qu'on a et de la parole publique. Et que je pense que des projets en rue ou des projets d'aménagement, comme on est en train de le vivre actuellement, nous, à l'île Saint-Denis, on parle de ménagement. On ne parle plus d'aménagement. Sur le territoire de pleine commune, on parle de ménagement du territoire. Et on est plutôt dans une approche qui est comment on apprend à construire la vie ensemble, à construire la ville et à protéger la planète et la santé des gens. On a un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir, et je pense qu'il faut travailler à la fois sur les consciences et amener des choses très simples et pratiques dans la quotidienneté des gens qui leur permettent de dire ma qualité de vie s'améliore au quotidien. Et en fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on parle tout le temps des quartiers sensibles. Et moi je dis, en fait, dans les quartiers sensibles, on est sensible à quoi? On est sensible à notre environnement, à notre cadre de vie. C'est très simple. Les populations les plus fragiles, elles vont être influencées, elles vont évoluer leurs pratiques par rapport à ce qu'on leur apporte en termes de cadre de vie et de service au public et de service public. Et qu'il ne faut pas penser l'inverse. Il ne faut pas dire qu'on est sensible, les quartiers sont sensibles par elles-mêmes. Elles ne sont pas sensibles par elles-mêmes. C'est par la spécialisation de la pauvreté, par le manque de mixité et par le manque de service public et du service au public qu'on y met. Merci.
Donc la traduction des politiques publiques en des choses très concrètes, en des termes très compréhensibles, etc., c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent en France, hein, parce qu'on a quand même une séparation forte entre le jargon des élites et des experts et puis la réalité. Donc comment on fait atterrir ça, et notamment dans les quartiers qui sont en renouvellement urbain. Qu'est-ce que vous attendez de l'ANRU? Il y a eu une convention qui a été signée entre l'ARS et l'ANRU. Elle contient quoi? Alors effectivement, c'est dans le cadre d'ailleurs de ces journées hier que notre directeur général avec le directeur général de l'ANRU ont signé cette convention. Alors cette convention, elle fait suite à une convention qui existait déjà, mais qui avait plutôt un caractère un peu expérimentateur sur la période précédente. Et que vous avez évalué du coup alors ça permettait effectivement déjà dans ce premier objectif d'apprendre aussi à se comprendre mutuellement, parce que vous parliez effectivement du langage, la compréhension, de faire aussi dialoguer les politiques publiques et de faire comprendre aux porteurs des thématiques et des politiques de renouvellement urbain ce qu'était la santé, et inversement. C'est-à-dire aussi, elle avait cette ambition-là de partager un langage commun et de mettre des mots, et aussi de partager des diagnostics en commun partagés sur la vulnérabilité justement des habitants de ces quartiers. Donc c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'avaient été promues les études d'évaluation d'impact en santé, et comme monsieur le maire disait d'ailleurs, Pleine Commune ici en Seine-Saint-Denis a été assez novateur, puisque c'était une des premières à se lancer une des premières intercommunalités à se lancer dans cette logique-là. Donc ça, c'était la précédente convention. Là, l'idée dans cette nouvelle convention, donc sur 3 ans qui a été signée, c'est de pousser beaucoup plus loin l'ambition et d'aller dans l'opérationnalité des projets et de permettre qu'il y ait vraiment des intersections très fortes entre les équipes de l'Agence régionale de santé, les équipes de l'ANRU, les porteurs de projets eux-mêmes, et du coup dans l'opérationnalité pour un petit peu permettre d'avoir des actions un peu plus concrètes sur plusieurs axes, puisqu'il y a 3 objectifs dans cette convention. Il y a tout d'abord le renforcement de l'accessibilité à une offre de soins, on en parlait tout à l'heure, donc là vraiment dans l'offre de soins de proximité, avec effectivement des équipes, aussi des développements d'équipements dont on parlait pour permettre aussi ces installations et ces fidélisations, mais aussi de services, pas que d'équipements, à la fois, comme je le disais, dans tous les champs, aussi les champs, ne pas oublier l'accompagnement médico-social, puisqu'il y a quand même vieillissement aussi de la population qui doit être accompagnée, la prise en charge aussi de l'accompagnement en matière de personnes handicapées, et aussi tout le parcours justement dans une cité qui permet à ces populations-là de pouvoir s'insérer dans la cité. Et puis l'accès à une alimentation, c'est le 3e axe, à une alimentation saine pour ce public, ça c'est de ce dont a parlé le maire. Donc en fait ce sont les 3 objectifs concrets qui ont été fixés dans le cadre de cette convention qui a été signée hier, et qui donc tire aussi les enseignements pour partie, même si on n'est pas encore complètement sorti de la crise malheureusement, mais pour partie les enseignements de la crise en allant plus loin sur ce partenariat. D'accord, donc ça c'est des objectifs, mais très concrètement, ça veut dire quoi? Alors très concrètement, par exemple, on a déjà commencé à discuter avec les équipes de l'ANRU, et dans le cadre des nouveaux projets de renouvellement urbain, on va nous-mêmes participer à des revues de projets où on va partager la vision que nous avons, nous, du diagnostic en santé posé par nous, en tout cas l'ensemble des études que nous menons ou notre projet régional de santé, et voir de quelle façon, concrètement, dans l'aménagement qui est envisagé, le projet qui est envisagé avec les porteurs, on peut y apporter une réponse à ce moment-là. Je peux peut-être donner un exemple concret, du coup, sous ma casquette dirigeant d'une coopérative d'insertion agroalimentaire. Avec l'ANRU sur la commune de Stein, on porte un projet de boucle alimentaire biologique, locale et solidaire avec et pour les habitants. C'est un peu long, mais ça veut dire beaucoup de chance. La question de l'accessibilité, j'ai un truc très concret. La question de l'accessibilité, c'est où vont faire les gens leurs courses. C'est pas qu'une question d'argent. Déjà, la première chose, c'est ça. Et donc, exemple et réflexion, ce que j'ai proposé, donc là, on a acheté des chevaux, on a acheté une petite charrette, etc. C'est aller au pied des tours, leur vendre du bio à des prix accessibles. C'est déjà commencer la question de l'accessibilité, la question du lieu, de la distribution, la question du prix et la question des préjugés. Et il faut travailler à toutes ces dimensions, et ça marche que s'il y a un projet territorialisé
avec la ville, avec les services de l'État et avec les associations. Et donc du coup, on va lancer des ateliers de sensibilisation à l'alimentation durable avec la politique de la ville, avec le PRE, avec le centre de loisirs, avec tous les partenaires. Ce qui est intéressant dans ce type de projet, l'ANRU a dit « Ok, je suis prêt à financer des investissements pour une friche qui va permettre d'avoir une ferme agroalimentaire qui sera une ferme qui doit créer une dynamique habitante, donc réalisée avec les habitants et pour les habitants, et qui doit être à la fois sur un enjeu de sensibilisation et de prise de conscience, à la fois sur une solution concrète de consommation. Voilà, on vend des fruits, des légumes, du miel, des œufs bio, made in Seine-Saint-Denis, made in Stein, et à la fois sur ce que j'appelle, et c'est important, la fierté, la reconnaissance territoriale et la fierté des habitants en se disant, nous aussi on a le droit de faire ça, on a le droit de bien manger, et on a le droit d'avoir la même chose, et c'est d'autant plus important dans les projets ANRU que le sujet des projets ANRU, le sujet de la Seine-Saint-Denis actuellement, c'est la cohésion sociale. Comment on va vivre ensemble entre les nouveaux habitants et les anciens habitants, les classes moyennes qui arrivent à l'île Saint-Denis des Hauts-de-Seine et de Paris et les classes historiques. Et moi j'ai un débat à l'île Saint-Denis qui est assez marrant, je l'ai coupé court en disant nous sommes tous chez nous. Voilà, à 85 nationalités, je n'imagine pas que c'est pas le sujet. Et le débat qu'on a actuellement, c'est quel produit, quel service pour quelle population. Et on doit inventer des modèles, on doit inventer des systèmes où moi je ne souhaite pas avoir une épicerie sociale dans un coin pour certains et une association de coopératives bio pour les autres. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un outil commun où tout le monde y va avec des doubles ou des triples tarifications. Et là, le partenariat ARS ANRU peut être intéressant à la fois sur l'enjeu du foncier, à la fois sur des mécanismes d'aide pour les familles. Je viens de signer un partenariat avec Malakoff Humanis sur ces questions-là. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, à travers cette question-là, on doit aussi traiter la question de la cohésion sociale, de la mixité sociale et du vivre ensemble et sortir à la fois, déconstruire les préjugés et construire du lien. Merci. J'ai une question pour vous, Monsieur Chambaud, sur l'évaluation des politiques qui ont été menées par l'ANRU et qui sont toujours menées en termes de santé. C'est-à-dire que finalement, le renouvellement urbain, on s'attaque, avant de passer à tout ce que vous venez de décrire, on s'attaque d'abord à la maladie du bâti, à la maladie des logements aussi. Et est-ce que ça a été évalué, les impacts sur la santé de tous ces travaux de rénovation qui ont été faits depuis 15 ans pour l'ANRU, puis depuis beaucoup plus longtemps quand même pour la politique de la ville qui existe depuis 40 ans? Alors pour ce qui est de l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé, on ne peut pas dire que la France soit extrêmement en avance sur ce sujet. Il y a des progrès qui sont faits, mais pour ça, il faut aussi avoir une méthodologie, avoir les moyens de le faire et surtout avoir les personnes qui sur place sont capables de le faire. Je reviens 2 minutes sur les évaluations d'impact sur la santé parce que c'est une méthode éprouvée qui existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, qui a été utilisée dans de nombreux pays et qui commence à être utilisée en France. Alors, pourquoi elle est intéressante ? Pas parce que c'est une méthode scientifique venue d'ailleurs et que l'on va calquer. C'est parce que c'est un processus. Et c'est un processus dans lequel il y a à la fois ce que l'on peut apporter en termes de connaissances. Donc on fait des études pour savoir si telle rénovation, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact positif ou négatif par rapport à la santé, tel aménagement urbain, mais ça peut être aussi des politiques de transport, ça peut être des politiques de cohésion sociale. Et à partir de là, il y a un dialogue entre les experts, les décideurs et la population. Et c'est à partir de cela qu'on peut essayer de voir comment on peut conduire des politiques d'aménagement urbain, des politiques de transport, en faisant attention à l'impact que ça peut avoir sur la santé
pas uniquement sur les soins, sur la santé. Et dans ce contexte-là, je pense que ce genre de politique qui est maintenant, qui commence à être utilisé par un certain nombre de villes moyennes, Sylvain a rappelé, en Ile-de-France ça se fait, mais ça se fait, Strasbourg a fait plusieurs évaluations d'impact sur la santé, Bordeaux l'a inclus au niveau de la métropole. Ils ont créé la compétence pour pouvoir le faire sur les différentes opérations. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement positif qui est complètement complémentaire à ce qui peut se passer sur les contrats locaux de santé ou autres. Si vous me permettez, 2 petits points quand même par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Le premier, sur le soin. C'est un sujet, encore une fois, avant que la crise n'arrive, il y avait déjà un débat extrêmement vif sur la place de l'hôpital, les déserts médicaux, etc. Moi, ce qui me semble important, c'est que la crise nous appelle à avoir véritablement une transformation. Parce que c'est pas en invoquant il faut avoir des médecins qui vont arriver de toute façon, et surtout il faut voir de quoi les gens ont besoin et comment on peut y répondre. La réponse n'est pas toujours l'hôpital, la réponse n'est pas toujours le médecin, mais la réponse n'est pas toujours non plus l'infirmière, n'est pas toujours le kiné. Et dans un contexte où on essaye de voir comment vont évoluer les problèmes de santé de nos concitoyens dans les 10 prochaines années, on a vraiment tout intérêt à se préparer. Parce que c'est dans ce contexte-là, d'abord, bien entendu, autant que possible, faire de la prévention et de la promotion de la santé. On va avoir des populations de plus en plus vieillissantes, donc avec des risques de dépendance de plus en plus importants, mais on sait qu'on peut prévenir la dépendance. Si tant est qu'on arrive le plus tôt possible à mettre en place des pratiques qui puissent l'éviter. Donc tout ce sujet-là doit vraiment être mis sur la table, et pas uniquement d'un point de vue conceptuel, mais territoire par territoire. Et puis dernier point sur lequel je voulais aussi insister par rapport à une remarque que vous avez faite, la crise. La crise, c'est une crise qui a obligé, dans le sens où on n'avait pas le choix, il fallait beaucoup de mesures coercitives qui ont été relativement bien ou mal vécues selon les personnes et selon les moments. Maintenant, ça doit nous obliger aussi à réfléchir. Qu'est-ce qui est le mieux ? À mon sens, on aura toujours besoin, et on le voit bien avec le débat sur la vaccination, on aura toujours besoin à un moment donné de penser la protection de la population. Mais autant que possible, il faut conduire la réflexion, les débats, le plus à proximité possible des personnes, pour qu'ils puissent comprendre aussi pourquoi on met en place des mesures. Et là, moi, ce que je trouve, et encore une fois, la France ne se démarque pas des autres, et là, je dirais malheureusement, on pourrait mettre en place des processus beaucoup plus ambitieux pour permettre justement de former des personnes dans les quartiers, dans les endroits, pour expliquer ce qui se passe, est-ce que c'est pas et à y vous, compris dans pour votre convaincre par rapport à la vaccination. Est-ce que c'est pas à vous, dans votre école, d'inventer ces nouveaux métiers d'accompagnateur? C'est inventé, on a une plateforme où on fait une formation en ligne d'1h30 pour devenir ambassadeur de la santé, ambassadeur Covid. Cette plateforme, elle a permis de former ce qu'on appelle les médiateurs lutte anti-Covid. Elle a permis de former des gens qui ont aidé à faire des vaccins, à faire la vaccination, donc des personnes qui se sont ajoutées aux médecins et infirmières avec une formation pour pouvoir vacciner. Mais encore une fois, il faut aller plus loin, il faut une politique nationale ambitieuse, relayée et déclinée de la meilleure façon possible au niveau local. Et je pense que cette crise, elle devrait vraiment nous permettre de tirer des enseignements pour savoir finalement comment on fait en sorte que les personnes, le plus largement possible, aient ce que nous on appelle dans notre jargon une culture de santé publique. Merci beaucoup. Alors, il nous reste très peu de temps, mais vraiment, si l'un d'entre vous veut ajouter un mot de conclusion, parce que évidemment, on doit tenir le temps. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui
sont prévenus de ce timing. Donc, Sylvaine Gollard, vous voulez peut-être ajouter un dernier mot? Non, je voulais juste pour terminer avec effectivement la crise qui nous a obligés, nous a montré justement les effets bénéfiques on parlait de la sensibilisation très concrètement sur la vaccination. Quand on fait passer des équipes avant de médiation et de sensibilisation à la vaccination pour expliquer aux personnes en quoi c'est important pour elles et pour l'ensemble des personnes de se vacciner, derrière, quand on passe avec une équipe qui vaccine ensuite, en fait concrètement on a beaucoup plus de personnes qui acceptent la vaccination. Donc enfin en tout cas tous ces postes de médiateurs, médiation en santé, ambassadeurs, relais, ont clairement, alors on le savait avant, mais l'a clairement montré très concrètement dans cette crise que ça avait vraiment un impact derrière. Et donc je pense qu'effectivement, en tout cas nous, au niveau de l'Agence régionale de santé Île-de-France, c'est ce vers quoi on va tendre. On est en train d'ailleurs de lancer des appels à projets aussi pour redémarrer des actions de santé communautaire, ambassadeurs relais, médiation en santé. Et ça, c'est pas que des mots, ce sont effectivement des actions derrière pour permettre de financer ce type d'initiative au plus près dans les quartiers, sur les territoires, parce qu'on sait maintenant quand même assez largement que en tout cas c'est une aide et facilitant pour ensuite améliorer en tout cas la prise en compte de la santé par tout en chacun. Merci beaucoup. Monsieur le maire, un dernier mot, mais court. Très court, c'est très dur pour moi, 1 minute. Non, moins d'une minute. Ma mère est médiatrice santé sur les enjeux communautaires sur le VIH, donc je vois très bien de quoi vous parlez. Et donc du coup, effectivement, il y a un enjeu sur le Covid par rapport à ça. Le mot de la fin, pour moi, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est comment on arrive à avoir des politiques publiques régaliennes, territorialisées, égalitaires, couplées à des politiques publiques spécifiques liées aux inégalités ou aux spécificités des territoires. Et je pense que c'est cette imbrication qu'il faut faire. Et je trouve que la signature ARS en rue en est un bel exemple sur comment on peut avoir une politique de santé publique et une politique spécifique de la ville qui se conjuguent pour répondre aux enjeux locaux. Merci beaucoup. Bon. J'espère qu'on aura évité que la santé craque. En tout cas, on a essayé de répondre avec quelques pistes. Merci beaucoup à nos invités. Merci de votre attention. Je vous signale juste un atelier qui s'appelle « Habitants en bonne santé, quartier rénové », ou plutôt l'inverse, qui a lieu à 12h et qui va expliquer un peu les actions des villes de Lille et Périgueux. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci de votre participation et très bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.